parti. Bienvenue du coup sur l'épisode 2 de Startup Thérapie. Et oui, on a trouvé un nom. C'était difficile, mais bon, voilà, on a pris le nom. Maintenant, on commence à construire des trucs petit à petit. Ça va être génial. Donc pour ceux qui nous connaissent pas et qui regardent cet épisode, c'est donc le numéro 2. Je m'appelle Laurent Loukopoulos. Je suis entrepreneur, développeur, ingénieur et je travaille en fait sur mon propre projet qui s'appelle odyy.com. Qui est un réseau social basé sur de l'événementiel, donc qui est actuellement en cours de construction. Vous pouvez aller voir sur le site si vous voulez. Et donc à toi, Rachel. Ma prise en flag. Donc moi, je m'appelle Rachel Desmoulins, je suis psychologue et donc j'ai des missions. Donc je suis indépendante dans toutes mes missions, mais elles se répartissent sur 3 grands axes. Je reçois une patientèle en libéral, donc sur Doctolib. Je travaille aussi en espace rencontre, donc c'est un endroit pour les familles, et donc je propose des tests psychotechniques pour les usagers qui perdent leur permis de conduire et qui ont besoin d'un test psychotechnique par une psy pour pouvoir récupérer leur permis. Et si on veut te trouver, on peut te trouver sur Doctolib et sur... Doctolib, sinon j'ai un site internet, donc The, comme The en anglais, et psychologue en français, donc thepsychologue.com. Tout attaché. Tout attaché, tout à fait. Et je crois que c'est à peu près tout. Cool. On peut attaquer le vif du sujet. C'est parti. Il y avait quelque chose qui nous intéressait pas mal en fait. C'était la secret sauce. Là, on a tous eu cette image, surtout avec McDonald's, la sauce donc du Big Mac. Ouais. Avec le crabe croustillant et tout ça en fait. Plein d'autres ont pris le Bob l'éponge. Bob l'éponge, exactement. Ouais, je suis désolé. Et du coup en fait ça a perduré pendant les années. On a vu ça même à l'autre bout du monde avec le kung-fu, etc. Et pour les plus jeunes en fait qui regardent donc Kung Fu Panda, c'était l'épisode 1 à la fin. Donc oui, quelle place occupe cette secret sauce ? Pourquoi on continue à y croire alors qu'on sait qu'elle n'existe pas ? Surtout si on a regardé Kung Fu Panda. Elle est géniale cette phrase. Et du coup, pourquoi les entrepreneurs l'utilisent actuellement et pourquoi ça marche aussi bien aujourd'hui encore ? Je sais pas si tu as déjà eu des exemples, toi, de secret sauce dans des produits que tu utilises. La plus grande, je pense qu'on pourrait dire que c'est Apple. Oui, je pense que la plus grande, celle majoritairement rencontrée et par tous métiers confondus finalement, ce serait Apple. Mais on peut aussi, je pense que le principe s'étend à d'autres. Doctolib, par exemple, ils vendent une secret sauce pour nous, côté professionnel et praticien. Oui, parce qu'on a vu, il y a d'autres services qui existent, mais voilà, c'est celui-là qui marche. C'est ça. Est-ce que ce serait pas aussi un petit peu le premier arrivé sur le marché, quoi ? Alors ça, j'en sais rien. Ça, c'est plutôt toi, je pense, qui peut nous renseigner sur qui est le... Je saurais pas réellement dire s'il y en avait d'autres sur le marché, parce que bon, il y a toujours d'autres plus petits qui existent. Par contre, c'est sûr que Doctolib, ils ont été plus visibles sur le marché et ils ont été les premiers à être les plus visibles. Donc le marketing a bien joué au bon moment et surtout, ils ont fait en sorte que tous les médecins soient dessus, quoi. Pas que les médecins, hein. Pas que les médecins, mais au début, oui, on a commencé plutôt avec des médecins. C'est vrai ils ont commencé avec des médecins. C'était plutôt l'entrée, ça a été les médecins, et en effet, mais la secret sauce, de ce qu'on a envie d'en dire, je pense que c'est aussi un moyen de se rassurer pour s'investir dans les missions. Tu vois, pour pouvoir se dire qu'on a raison d'aller là où on a envie d'aller professionnellement, parce que des indicateurs sont au vert quelque part. Quelque part, on se rassure en disant que c'est la bonne méthode et qu'avec cette méthode-là, ça a marché. Mais il y a toujours des arguments d'autorité que tu connais aussi, toi. En fait, dans ton monde d'entrepreneur, c'est plutôt très courant dans ton monde. J'ai envie de dire ton monde parce que c'est vraiment un monde un peu à part quand même. Oui. Et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que c'était à part. C'est difficile toujours de prendre du recul et de dire en fait que ce qui nous entoure, c'est pas ce que les autres voient au quotidien, quoi. Ah bah complètement. J'ai eu cette révélation il n'y a pas très longtemps en fait, où je me suis dit c'est peut-être tout le monde ne pense pas comme un entrepreneur. Il n'y a peut-être pas des entrepreneurs partout et tout. Ouais. Et la secret sauce, c'est un peu l'anti-mouvement de ça d'ailleurs, de cette réalisation-là. C'est un peu la conformité aussi quelque part. C'est un certain dogme
qu'on a rencontrés aussi tous les deux dans nos aventures justement entrepreneuriales. On a rencontré aussi des gens qui expliquent que ça c'est la bonne manière de faire, ça c'est la bonne manière de pas faire. Et c'est aussi vendu comme ça la secret sauce, par son opposé, par le meilleur moyen de ne pas réussir aussi. Et je pense que ça vient un peu de là aussi tout ça. Moi j'ai l'impression que la secret sauce c'est avant tout des gens ou une compagnie donc de personnes, une société qui essayent de mettre en place quelque chose qui est tellement gros que les autres ne pourront pas le recopier. Et derrière ça, en fait, ils mettent, voilà, c'est la secret sauce. Et en fait, pour moi, la secret sauce, c'est quelque part un marketing caché de découragement envers la société. Donc la société, les gens autour, en fait, qui achètent. Et dire, voilà, en fait, là, nous, on est Apple, on crée les meilleurs ordinateurs, et vous y arriverez jamais à faire comme nous, ou mieux que nous. Qui traduit finalement d'une force ou d'un monopole. Oui, et il se cache derrière la secret sauce dans le sens où c'est la manière dont on bosse, ou c'est le why, comme on dit, le pourquoi on fait ça. L'idée est tellement visionnaire qu'en fait, personne ne pourra jamais faire quelque chose d'aussi gros. Et pourtant, on a vu d'autres entreprises essayer de s'attaquer à Apple, notamment les Chromebooks, où ils avaient investi beaucoup d'espoir là-dedans avec Google, où en gros la puissance de l'ordinateur n'était pas sur l'ordinateur mais sur les serveurs, et du coup en fait t'avais pas des inconvénients, certains inconvénients, ce qui était plutôt cool, mais les gens n'ont pas adhéré en fait. J'avais l'impression qu'ils l'ont pas vendu comme la secret sauce. Ce qui est un peu compliqué quand on prend des exemples comme Apple, c'est qu'en fait on parle aussi finalement d'appartenance à des groupes sociaux. C'est-à-dire que la secret sauce, c'est aussi l'une des variables qui peut expliquer qu'un certain nombre de personnes se retrouvent dans un certain milieu et qu'elles se maintiennent dans ce même milieu. Les gens qui achètent chez Apple, c'est à peu près toujours les mêmes, à quelques exceptions près. Et les gens qui achètent chez le concurrent d'Apple sont à peu près, peu de choses près les mêmes. Et donc c'est ça aussi un peu la secret sauce, que d'assumer qu'on fait partie d'un groupe ou pas. Donc ça a aussi une fonction identitaire. Ça permet aussi de se reconnaître entre les gens qui achètent Apple ou les gens qui n'achètent pas Apple. Là, on parle beaucoup d'Apple, mais je pense que la secret sauce, elle existe aussi dans les processus créatifs, de création de boîtes, de création de projets. Et on en avait parlé au premier épisode, si vous avez envie d'aller voir. Mais effectivement, il y a aussi ça là-dedans. Je pense que c'est intéressant peut-être de réfléchir au principe de la secret sauce, appliqué plus à des petites structures, finalement, à des projets. Parce que finalement, Apple, on connaît, il y a plein de gens qui en parlent. Faisons un exercice qui va être drôle. Quelle est notre secret sauce à nous ? Est-ce qu'on peut définir la sauce secrète de Startup Theory ? D'une manière... de Startup, je vais pas arriver. Thérapie. D'une manière générale, il me semble que la secret sauce, c'est plutôt une explication réfléchie au sens commercial ou marketing du terme, qui consisterait à caractériser un projet, un produit. Ce qui nous caractériserait, ce serait plutôt l'alliance de ton expertise ingénierie, je pensais à ça aussi. On a une expertise qui fait qu'on est arrivé là aujourd'hui et que c'est difficile pour quelqu'un de rejoindre le même chemin. Un peu comme... on est aux 2 tiers, on va dire pas au sommet, mais on est aux 2 tiers de la montagne. Et il y a quand même un petit chemin qui a été parcouru. Je pensais à ça aussi. Je sais pas si c'était le même schéma d'objet que tu avais en tête. Pour moi, la secret sauce, elle a quelque chose d'un peu moins individualisant, quelque part. Pour moi, elle a plutôt quelque chose de... qui n'est pas incarné. Pour moi, la secret sauce, c'est pas toujours incarné. Ça peut être incarné, effectivement, par des expertises, des parcours plus ou moins aboutis, plus ou moins considérés comme achevés. Je pense reste assez discutable. Finalement, tout le monde se construit et progresse toujours dans l'existence. Personne n'est jamais tout à fait achevé, ni fini. Encore moins les parcours. En témoigne le mien. Je pense plutôt que c'est les secret sauce. Quand je parle d'incarnation, l'incarnation, c'est la vertu ou non de quelque chose à être portée et quelque part assumée. Et pour moi, une secret sauce n'a pas toujours vocation à être donc individualisée par un individu, mais elle récupère un certain nombre de choses
qui appartiennent à des individus et en font une secret sauce. Parce que la secret sauce, en fait, c'est des ingrédients. Ouais. Et c'est ça l'argument d'une secret sauce, c'est qu'on prend des ingrédients ensemble. Si on prend la sauce du Big Mac, c'est pas qu'une chose, exemple, il y a plusieurs choses voilà, dedans. Ouais. c'est ça. Ok. Une sauce toute seule, elle n'existe pas s'il y a que de la crème fraîche ou que du beurre. C'est-à-dire que par exemple, Je savais que ça allait déraper trop vite en mode cuisine, c'était sûr. cet épisode. C'était sûr. Mais la sauce du Big Mac, parce qu'on parlait un peu de Big Mac et de McDo, c'est, je sais plus, je crois qu'il y a une base mayo, ketchup, paprika, un peu de vinaigre et des trucs comme ça. Et certains mettraient des échalotes, hérésie, mais certains le feraient. Si on part dans la cuisine pure, il y a aussi la quantité. Tout à fait. Donc c'est pas que... Tout à fait. Par exemple, si on revient à nouveau dans les grands géants Apple, Google, quand ils choisissent de mettre un effort dans une direction, il y a le nombre de personnes qu'ils emploient pour mettre un effort, ou l'argent qu'ils déversent en fait pour arriver à leur but. Après, il y a aussi une notion d'attraction de talent. Ça aussi, c'est un élément qu'on pourrait dire constitutif d'une sauce ou d'une secret sauce en général. C'est que... Après, j'ai l'impression qu'une fois que tu as la secret sauce, les gens viennent parce que la secret sauce existe. Je suis pas si sûre. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont curieux d'élaborer la secret sauce. Genre des cuisiniers en herbe qui sont dans tous les domaines, finalement. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des gens... Et ça rejoint un peu l'innovation, le principe d'innovation aussi, en fait, finalement, tout ça. C'est qu'on est dans un contexte où il y a de la création, et donc contexte créatif implique forcément un investissement personnel, et donc il y a toujours des gens qui ont une certaine propension à communiquer sur cette capacité-là, je pense. Donc il y a effectivement des gens qui sont attirés par l'effet final de la secret sauce, genre tiens, je veux en profiter quelque part, mais il y a aussi des gens qui sont intéressés par la construire et innover finalement, et en créer une nouvelle de secret sauce. Et ça participe à la course à l'innovation aussi, du coup. Donc c'est vrai qu'on peut rencontrer ça. Sur LinkedIn, on rencontre vachement ça, je trouve. En tout cas, dans les posts que moi je peux lire, c'est un peu... Il y a une secret sauce qui est là, mais moi j'ai la mienne, genre il faut l'essayer. Parlons de LinkedIn, c'est intéressant aussi LinkedIn. J'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de coachs et de personnes, en fait. Je sais que tu adores ce mot en tant que psychologue. On a beaucoup de coachs et on a aussi beaucoup de personnes en fait qui essaient de vendre des formations, des leçons, ce genre de choses en fait pour s'améliorer et surtout gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu penses toi qu'il y en a au moins 2-3 qui ont une secret sauce? D'une manière générale, les métiers qui sont liés à l'humain ferait usage, je pense, d'une secret sauce où on connaît bien à qui on s'adresse. Je pense qu'il peut être plus ou moins aisément facile. Je pense qu'un coach, qu'un psy ou qu'un médecin, ce qu'ils ont tous les trois en commun, s'ils en avaient une chose en commun, ce serait effectivement de supposément connaître l'humain. Or, mon expérience grandissante fait que plus on avance, moins on est certain. En tout cas, quand on a la posture qui n'est pas une posture de sachant. Scientifique, quoi. Non, c'est un peu différent. Le sachant, il impose son savoir, okay, quelque part. Alors que ça peut être la posture de certains professionnels de santé. Mais je pense qu'effectivement, il y a une... pour répondre à la question, la secret sauce de ces métiers-là, plutôt dans le social ou dans le soin, ouais, ce serait plutôt de savoir à qui on s'adresse. Donc effectivement... il y a aussi avoir conscience des moments de faiblesse des gens et est-ce qu'on en profite ou pas. Et jusqu'où on en profite. Et je pense que toi, dans les métiers d'ingénierie et de l'informatique, le principe de la limite et du profit de l'autre, c'est quelque chose qui est assez courant. Je pense que vous aussi, vous en avez une secret sauce. Dans l'informatique, ce serait quoi la secret sauce des développeurs, je sais pas. C'est un peu trop vague l'informatique et la secret sauce. Des développeurs. En fait, mais... Si toi, t'es développeur et on te demande la secret sauce du développeur, genre... La recette. La secret sauce pour faire un bon développeur, ce serait plutôt une meilleure question, je pense. Ouais. Quoi ? Tu me reprends un peu sèche là. Pardon. Non, mais en fait, c'était un peu vague, du coup, j'essaie de réorienter le sujet. Si tu veux bien. Du coup, la secret sauce pour faire un bon développeur, c'est le fait de rester borné et de faire de la veille et de chercher et de toujours être curieux, de jamais prendre les choses pour acquises. Mais ça, c'est un petit peu dans le domaine de la science, de la physique-chimie aussi.
on découvre des nouveautés en cassant les barrières du connu, quoi. Ou en respectant pas certaines règles et lois. Du coup, ouais, il y a pas mal d'avancées qui ont été faites comme ça. Après, j'ai l'impression aussi que l'informatique c'est un peu biaisé, parce que c'est un petit peu un Eldorado où tellement de gens essayent d'y aller. Pourquoi ce serait un Eldorado ? Parce qu'il y a de l'argent derrière, en fait, parce qu'il y a des entreprises qui embauchent, etc. Un peu moins maintenant. Et je pense qu'il y a eu un grand engouement là-dessus. Bon, c'est mon avis personnel. Bon, cela dit, les sciences sociales, donc le métier de psy, il est très demandé aussi. Par exemple, je sais qu'en licence et en master, c'est très très difficile d'obtenir l'accès à la licence et l'accès au master. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont restés sur le carreau ou qui ont dû redoubler pour pouvoir retenter leur chance. Ouais. Donc je pense que c'est deux corps de métier qui sont les nôtres, qui sont relativement en tension. Qui effectivement suscitent plus ou moins la création ou l'usage de secret sauce. Moi, j'ai l'impression, là, à mesure qu'on en parle et qu'on développe le sujet, que la secret sauce, c'est aussi le moyen de dire qu'on a réussi, qu'on a trouvé quelque part, qu'on est sorti de cette recherche perpétuelle post ou pré-étudiante, tu vois, et qu'on dit ça y est, c'est fini, j'ai trouvé la réponse à tout, tu vois. Moi, je trouve ça bénéficie un petit peu à tout le monde, à tous les niveaux, en fait. Oui, aussi. C'est un petit peu la formule magique qu'on utilise pour dire, en gros, que ne venez pas sur ce terrain pour ceux qui essaieraient de rentrer en concurrence avec le produit, client, formule, etc. Mais aussi de l'autre côté que ça rassure les gens comme les gérants, les gens qui sont dans l'entreprise en disant oui, je travaille parce que on a ça et on a réussi à créer ça ensemble, quoi. Donc on revient un petit peu à de la PNL, donc la pratique neurolinguistique pour ceux qui connaissent pas. Où on se fait des auto-persuasions à travers des ancrages ou des idées, quelque part. T'en penses quoi de ça ? Est-ce que c'est bon dans le monde du travail ? Je pense que c'est toujours bon de se rassurer. Je pense que c'est toujours bon de se créer des zones de confort. Je pense que c'est toujours bon d'avoir une... Là, je te parle plus de croyances, en fait. Oui, mais c'est important d'en avoir des croyances. Et je pense que c'est important de les avoir, de les identifier, de les reconnaître comme importantes et comme valeurs cardinales pour soi. C'est constitutif, c'est important, il faut les garder. Cependant... Il y a un cependant. Cependant, alors c'est peut-être une phrase que j'ai empruntée à quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais il me semble que les convictions peuvent parfois se transformer en prison. D'accord, j'ai eu peur, je croyais que c'était une de mes phrases à moi. Non, enfin, je crois pas, sauf si elle vient de toi, mais... Non, mais généralement, tu le dis pas, c'est vrai que... Non, c'est rare. Tu te l'appropries direct. C'est une blague, j'arrête. Ce que ça veut dire, ça, c'est que dans les moments d'inconfort professionnel ou personnel, on a tendance à se rigidifier et à dire moi, je pense comme ça, j'ai toujours fait comme ça marche très bien. Et ça s'applique pro-perso, sans distinction aucune et sans différence. C'est intéressant d'observer ce phénomène-là dans le monde de l'entreprise. C'est que finalement, quand on parfois se sent un peu menacé, on retombe dans nos mauvais travers. Et mauvais travers, ça ne veut pas dire qu'ils sont foncièrement mauvais et qu'on veut faire du mal. Ça veut dire que c'est une zone grise et que pour se rattraper à la branche, on attrape la secret sauce et on dit non, mais ça a toujours fonctionné comme ça ces 15 dernières années. Je me pose pas de questions. Quelque part, viens pas me casser les noix de coco. Il y a une entreprise que j'aimerais bien citer, que j'aime beaucoup personnellement, donc qui est Meta, anciennement connue sur Facebook. Sur le nom de Facebook. En fait, eux, ils n'ont jamais réellement dit qu'ils avaient une secret sauce, ou en tout cas pas publiquement, pas en interne. Ouais. Mais ils mettent beaucoup d'efforts dans tout ce qu'ils font. Et en fait, ils ravagent tout, quoi. Ils avalent tout le marché. Dès qu'il y a quelque chose à aller prendre, ils sont là, ils le prennent. Et c'est fou de voir à quel point, sans forcément mettre beaucoup d'argent dedans, parce que maintenant, aujourd'hui, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, mais des fois, ils mettent juste beaucoup d'énergie pour aller réaliser quelque chose. Et certes, ils n'ont pas de secret sauce, mais comme je disais, peut-être ils ont une croyance en fait sur plusieurs de leurs projets. Et je pense qu'ils ont aussi de très bons process et que ça fait un moment qu'ils sont implantés, le marché est relativement restreint, il y a peu de concurrence. Oui, là, mais ils se lancent dans des trucs qui sont complètement innovants que personne n'a fait avant. Mais quand tu as l'argent de le faire,
quand tu as l'argent de le faire et que tu Ça, as c'est un une autre base débat, de oui. revenus. Bah non, c'est pas notre débat, parce que ça fait partie du débat. Tu prends pas la même quantité de risques ou tu fais pas les mêmes placements en fonction de la sécurité que tu as ou pas. Si tu sais que tous les mois, tu as ton billion qui rentre, c'est facile de dire bah, je mets un tiers du Mais billion pourtant, sur, quand- je sais pas moi, les casques VR par exemple. Bah oui, mais justement, ils ont sorti les casques VR. Et en fait, la société en bourse a complètement chuté. Et tout le monde n'y croyait plus. Ils ont vu la première version qui était un fiasco, où on voyait juste le haut du corps avec des bonhommes qui bougeaient à peine. On aurait dit des Playmobil, mais encore mal fait. Les jeux Lego Oui, je me étaient plus souviens. intéressants. Je me souviens. Et personne n'y croyait. Et en fait, ils se sont pas dit à aucun moment, ils se sont dit non, on arrête. Si on sait que c'est le futur, on va y aller. Et on va tout ravager, quoi. Mais ils savaient aussi qu'ils pouvaient se permettre de pas arrêter parce qu'à un moment donné, la techno serait mature. Et c'est aussi là où entre la variable de l'argent. Donc, est-ce que c'est des génies, ils sont persistants, ou est-ce qu'ils sont débiles, ils sont allés trop loin? Pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que moi je dis, c'est que c'est plus. On peut utiliser sa secret sauce sur du long cours quand on en a les ressources. C'est comme Amazon. Amazon a pris des risques en développant certains marchés. Elle a perdu quand elle est cotée en bourse, quand elle a fait ça. C'est-à-dire quand elle a pris certains marchés et qu'elle s'y est attaquée. Maintenant, elle est plus inquiétée. Parce que de toute façon, les revenus sont suffisants. Alors oui, quand on parle de très grosses boîtes, il y a des très grosses baisses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font banqueroute. Ça veut pas dire, ils ne font pas de liquidation à la fin du truc. C'est rare que ces boîtes-là, il y ait liquidation. Google, ils ont pris des risques fous et il n'y a jamais eu de liquidation et ils vont très bien. Oui, par contre, on a vu Snapchat qui ont essayé de faire, par exemple, des drones qui volent, qui seraient atterris sur le creux de ta main pour prendre des photos, des selfies, etc. Cela dit, Snapchat n'est pas entré en liquidation. Enfin, je veux dire. Non, mais bon, ils ont fermé toutes leurs filiales. Bien sûr. Mais comme Facebook des a projets, fermé des qu'ils avaient bureaux. innovants, quoi. Ça, c'est la vie d'entreprise aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réalité. Oui, mais bon, quand même, Snapchat ont quand même dégringolé très fortement, quoi. Après, on sait que Zenly, ça a particulièrement touché certains ici, autour de cette Je vois table. pas de quoi tu parles. Donc, il n'est pas improbable que certaines expériences professionnelles au contact de cette réalité-là nous en disent quelque chose. Mais voilà, enfin, moi, d'une manière générale, ce que je veux dire, c'est que développer une nouvelle secret sauce ou s'appuyer sur une secret sauce, c'est plus simple quand on sait que la perte n'est que de courte durée et que même si elle était de longue durée, ben, l'entreprise, elle existerait toujours. Mhm. Tu vois. Moi, je pense à un artisan tout seul dans fin fond de, je sais pas moi, la Creuse. Ben, il prendra pas le même risque que Facebook. Tu vois. Enfin, c'est logique quelque part. Et la secret sauce de ce mec-là, ben, elle sera pas la même. Elle s'adaptera en conséquence de ses réalités aussi à lui, économiques, culturelles aussi. Parce que les secret sauces sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Je pense que ça varie beaucoup aussi. Si on demande comment fonctionne très bien un produit en Scandinavie ou en Europe, je pense que les réponses varieront beaucoup. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi avec les lunettes. Enfin, pas les lunettes, mais les casques. Si, les lunettes de réalité augmentée. Ils ont sorti une version existe en fait depuis longtemps chez Snapchat. Et pourtant, il n'y a pas autant de bruit autour de ça. Ok. Et dès que Meta annonce qu'ils ont un prototype, qu'ils vont bientôt le commercialiser, tout le monde est à fond dessus. Et j'ai l'impression que c'est en fonction de celui qui a la secret sauce la plus forte, donc qui n'existe pas aujourd'hui. C'est très drôle que je dise que je me base là-dessus. Mais celui qui a la marque la plus forte, c'est celui qui fait le plus de bruit. C'est pas le reach, là, le sujet ? Est-ce que c'est pas ça qui caractériserait finalement Si, possiblement, mais en fait, pourquoi Snapchat n'a pas envie de mettre plus en avant en fait ces nouveaux produits innovants ? Il faudrait leur demander. Il faudrait leur poser la question. C'est vrai. Ça leur appartient, on peut pas... Après, il y a un engouement autour de la clientèle, en fait. C'est des gens. Quand Meta fait un produit, tout le monde est très content. Quand Apple fait le même produit, c'est une révolution. Alors, oui. Enfin, là, on tire des conclusions hâtives et on ne fait pas de distinction. On pourrait, mais on va pas le faire. C'est pas l'exercice d'aujourd'hui. Bon, on a vu ça. Je me base sur le fait du casque de Meta. T'as le casque de Meta, Oculus, et après, de l'autre côté, l'Apple Vision.
Non, j'avais compris ce que tu voulais dire, mais je dis ça aussi pour ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie de proposer des sujets plus focus sur certaines technos. On pourrait le faire, mais là, le sujet, c'est plus d'avoir une perception globale, générale d'un phénomène, à savoir la secret sauce. Et en s'inscrivant là-dedans, quand tu dis que pour Apple, c'est une révolution, mais que pour l'Oculus, c'était une techno, je ne sais plus exactement comment tu disais ça. Ouais. Il y a aussi une histoire de valorisation. Et quelque part, on y accorde une valeur morale. On considère effectivement, on a plutôt le préjugé que ce que fait. Et encore, ça dépend des groupes auxquels on appartient. Parce que si tu parles des gens qui achètent pas chez Apple, ils diraient pas que ce serait une révolution, par exemple. Mais si c'est des gens qui ont déjà acheté Apple et qui aiment Apple, ils vont dire que c'est une révolution. Et inversement, les gens qui appartiennent ou pas à l'un des deux groupes auraient tendance à peut-être un peu moins faire partie. Enfin, je pense que ça, moralement, le fait d'attribuer une valeur positive ou négative à quelque chose dépend aussi des valeurs auxquelles on croit soi-même. Parce que par exemple, pour moi, c'est moins une avancée qu'une nouvelle techno, l'Oculus ou l'Apple Vision. Moi, j'avoue pas y voir grand intérêt dans mon environnement immédiat et dans ma pratique professionnelle. Donc ça dépend aussi de ce que chacun attend de son environnement, finalement. Est-ce que ça ajoute quelque chose ou pas ? Si ça ajoute quelque chose, oui, on achète. Si ça n'a rien à ajouter, on n'achète pas. Ok. Enfin, les personnes ciblées. Ouais. Mais c'est intéressant de voir la manière dont un objet ou une techno, je pense que tu peux dire ça aussi avec certaines technos, certaines librairies et tout. Oui, c'est sûr. Elle rassemble ou elle désassemble des groupes entiers, comme ça. Oui, il y a des gens qui font du marketing autour de techno et ça fait disparaître d'autres logiciels ou même des sociétés entières, quoi. Et je suis sûre que c'est un sujet qui pourrait être hyper intéressant à creuser pour toi aussi, mais je suis sûre que dans tes environnements boulot, il y a des fois où vous avez eu des discussions de techno et librairies qui ont beaucoup échafaudé de plans et qui ont causé beaucoup de drama aussi. Hein. Enfin... Tu veux dire au sein de la société, une fois que le produit était fini ? Parce que ça marchait pas bien, ça marche pas comme attendu. Ouais. Oui, enfin, c'était surtout une question de... La plupart du temps, c'est toujours une question de temps. Donc de livraison du produit. Certaines technos sont plus longues, mais comme elles sont très bien vendues, le marketing est joli, les chefs qui sont au-dessus disent voilà, il faut absolument que vous utilisez ça. Mais c'est peut-être ça leur secret sauce à eux. Oui. Du coup, une secret sauce peut être une mauvaise sauce pour l'intérieur de la société. Ah oui. D'accord. Intéressant. Mais en fait, celui qui a la meilleure sauce réussit. Bien sûr. Okay. En fait, c'est là où en fait, on comprend que la secret sauce, c'est un argument pour obtenir quelque chose. Mm-hmm. C'est pas souvent l'objet lui-même. C'est pour obtenir soit de l'attention, soit ou du reach, de l'argent, des utilisateurs, une publicité. Je sais pas, quand on sort notre MacBook, on fait de la pub à Apple aussi. Oui. Enfin, par exemple. Et la publicité d'Apple, c'était de créer des ingénieurs et qu'ils le fassent avec leur matériel. Parce qu'ils valent quelque chose de bien, de mieux. Du coup, il y a un côté propagande de la secret sauce. Oui, mais c'est assez connu aussi que Apple utilise beaucoup aussi les clients pour qu'ils aillent vendre et évangéliser en fait la marque. Ils ont réussi à faire ça. Évangéliser, c'est peut-être un peu fort, mais... Non, il y en a vraiment beaucoup, ils croient à fond, quoi. Si tu leur dis Android, ils ont des boutons, ils commencent à se gratter. Hein. Mais bon, ça c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plus dans mon cercle à moi. Et puis c'est un peu comme les tabs ou space dans le code pour toi aussi. Ah oui, tu parles des tabulations, les espaces pour coder plus vite ou pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais on a tous notre canon. On sait tous que les espaces, ça prend moins de mémoire sur la taille des fichiers. Nota bene. Les tabulations. Ne pas utiliser les espaces si on travaille avec Laurent. Ne pas travailler. Mais oui, enfin, complètement. Ouais, je pense que c'est des sujets qui sont variables. Et... Ça n'a pas d'impact. Hein. Tu utilises, sur une code base 2 mégaoctets de plus, c'est tout. Ah, j'ai hâte que quelqu'un vienne en commentaire te dire si ça a un impact. J'ai tellement hâte.
Ça serait très drôle. Ouais. On pourrait passer de longs moments à réfléchir sur le sujet. Ouais. Dites-nous si vous trouvez que les espaces et les tabulations c'est pareil et que finalement les espaces coûtent peu d'espace. Ah, justement. Sur le fichier. Hein. Sur le fichier. Parce qu'après, quand le transpilateur passe, ça n'a pas d'importance, mais... Ah là, tout de suite la nuance. D'accord. Non. Ah ok, bon. Voilà. Est-ce qu'on a envie d'en dire autre chose de cette secret sauce ou est-ce qu'on passe au prochain sujet? Non, je pense qu'on a fait le tour, c'était pas mal. Cool. Ça m'a aidé à trouver un peu mes repères. Au début, j'étais parti dans le sens où ça n'existe pas, c'est que du marketing, c'est du fake. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, si, potentiellement, ça peut exister, comme tu disais, mais c'est des ingrédients et ça peut servir des croyances, en fait, un petit peu, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Tout à fait. Donc, c'est pas mal, je pense que je pourrais l'utiliser aussi pour mes boîtes. Pour Audi. Ouais, pour Audi. Mais Audi en soi, c'est une secret sauce de soi. En tant que tel. En tant que tel. Sans poser de questions. Le logo est une secret sauce. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Je pense que la meilleure secret sauce du logo, c'était le fait de le faire par une artiste qui crée des logos pour des enfants. Ouais, ce logo-là, il a créé vachement d'engouement. Hein, c'est assez fou. Ouais. Encore aujourd'hui, après 5 ans. Est-ce qu'on parle du prochain sujet alors? Ouais. Tu veux l'introduire, Laurent? Tu pensais auquel? Celui qui te vient en tête, des deux, comme tu préfères. Du coup, le deuxième sujet, c'était les entrepreneurs sous les feux des projecteurs. Tout à fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en ce moment qui se plaignent, qui sont pas assez soutenus. Dès qu'ils disent quelque chose, il y a quelqu'un qui est là pour dire le contraire, l'opposé. En tout cas, en France, beaucoup. On aime bien critiquer. Sur LinkedIn. Les gens se plaignaient plus sur LinkedIn, c'est vrai. Mais il y a plus d'interactions sur LinkedIn et comme c'est des professionnels qui parlent à des professionnels, les deux parties ont des avis très tranchés. Et du coup, des fois, ça peut créer des émotions en disant c'est pas vrai, ce que tu dis, c'est mal, c'est pas éthique, etc. Donc, où commence la liberté d'expression et où termine face à l'éthique des propos? Quand on parle des gens sous les feux des projecteurs, on parle des effets que ça cause ou des choses que ça permet d'obtenir? Est-ce qu'on parle en négatif de cette attention ou est-ce qu'on parle en positif de cette attention? Non, vraiment des entrepreneurs qui disaient qu'ils essayaient d'aider les gens, de donner du contenu, de donner de la valeur. Effectivement, il y avait un produit à vendre derrière, etc. Et il y avait une partie qui était gratuite, une partie qui était payante, un petit peu comme toutes les apps qu'on utilise aujourd'hui qui ont du freemium. Et en fait, certaines choses étaient là pour donner une valeur, donner quelque chose de positif. Et en fait, les gens reprennent et réutilisent et disent des choses négatives. Je te donne un exemple. Une personne qui avait dit qu'elle avait mis de l'IA en fait, sur LinkedIn pour répondre aux commentaires sur un post en particulier. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire en sorte que son compte soit banni en disant fais-moi écrire des choses en fait pour que ton compte soit banni de LinkedIn. Moi personnellement, j'ai envoyé un commentaire comme j'adore le troll, etc. Je me suis dit on va rigoler un peu. Je savais que l'IA n'allait jamais répondre ça, mais c'était pour faire rire les gens. Du coup, en disant oui, donne-moi tes coordonnées bancaires, tes informations personnelles. Du coup, bien sûr, l'IA a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça parce qu'elle n'avait pas ces informations. Mais voilà, ça restait sur le forme d'une blague, mais il y en avait d'autres qui avaient vraiment des intentions en mode de détruire la vie de l'entrepreneur en question, quoi. Il y a plein de réponses à ce phénomène. Je pense que la première, c'est que quand on est chacun derrière nos téléphones ou nos écrans, on se sent un peu comme dans nos voitures. Et moi, je le vois dans mon travail. J'adore cet exemple. Non, mais c'est vrai. Je te laisse le dire jusqu'à la fin. On se sent comme dans nos voitures. On se sent tout puissant, souverain. Donc oui, on peut se permettre un peu toutes les horreurs du monde qu'on se permettrait pas dans le métro à côté de la personne, par exemple. On est notre petit roi dans notre château et on engueule tout le monde autour. Tellement. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ça va pas. C'est ça, ou dès qu'il y a un piéton qui passe, c'est de sa faute, il avait qu'à pas être là. J'ai l'impression un peu, c'est comme les portails avec les deux chiens qui aboient, et dès que le portail s'ouvre, il n'y a plus rien. Tout à fait. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu Ouais. C'était fou cette vidéo. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Mais je pense qu'il y a cette première piste explicative. La deuxième piste explicative, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'attention qu'on suscite.
Et qu'une fois qu'on l'obtient, ça nous met face à des choses qu'on n'aurait pas imaginé ressentir. Ça désarme de recevoir tout ça. Et effectivement, c'est pas toujours de l'énergie positive, on va dire ça comme ça. Mais c'est surtout qu'en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de sortir quelque chose, de sortir un produit, un service, une formation, et d'aller le vendre et d'aller se vendre en fait quelque part. Il y a déjà le défi de passer à l'acte de devenir une personnalité publique. Et de l'autre côté aussi, il y a le fait d'avoir mis beaucoup d'heures de travail pour aller créer quelque chose de valable pour que les gens puissent en profiter. Et qui plus est, quand tu le mets gratuitement, tu te dis, vas-y, je vais vraiment m'amuser et faire amuser les internautes autour de moi. Et quand tu reçois des retours négatifs, je comprends que ça détruise un peu le moral des entrepreneurs. Complètement, ça c'est clair. Après, il faut, c'est ce que tu dis aussi. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est on est dans une société qui s'expose. Et on expose nos projets, on expose nos travaux, ce qu'on a fait, où est-ce qu'on travaille. Et d'une manière générale, c'est un peu cette pensée-là aussi qui légitimise le fait que parce qu'on s'est exposé, on autorise l'autre à dire tout et n'importe quoi. Et là, je pense que c'est faux. Ça n'engage que moi, bien sûr. Mais c'est intéressant de réfléchir à cette espèce de défoulement qu'on s'autorise à avoir au prétexte que quelqu'un s'expose. Au prétexte que quelqu'un a publié justement une nouvelle techno, au prétexte que quelqu'un propose, je sais pas moi, une vidéo ou un truc. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être autorisé à être le pire des humains sur Terre, alors qu'en fait, si on était assis à côté de cette personne dans le métro, j'adore cet exemple parce que métro ou voiture, peu importe, mais assis à côté de cette personne-là, on n'en dirait pas la moitié. Ce qu'on se permet de dire dans un pays qui parle pas notre langue, on le fait pas chez nous. C'est un peu la même chose. C'est vrai, ça. Il faudra que je fasse le test de dire la même chose que je dis sur LinkedIn à côté d'étrangers dans le métro. Franchement, moi j'ai un exemple là régulier. On prenait le train pour rentrer du travail avec des collègues et le train était blindé. Et il y a quelqu'un qui dit « Ouais, pourquoi elle avance pas ?» et tout. Vraiment pas content, quoi. Ouais. En fait, il faudrait créer un réseau social que pour les gens qui sont dans le train. Pas forcément. Si, comme ça, ils peuvent se plaindre. Mais même en se plaignant. Et tu vois, quand j'ai attendu quelques instants et je me suis dit, on va quand même lui expliquer que si la personne ne peut pas avancer, c'est qu'a priori, elle a de bonnes raisons de ne pas pouvoir avancer. Et donc, je lui dis, vous vous doutez bien que si la personne n'avance pas, c'est qu'elle ne peut pas. Et c'était le type en question était surpris que je lui réponde. Il parlait à voix haute et il a été surpris que je lui réponde. Et c'est assez symptomatique on a l'impression de pouvoir, comme ça, sans conséquence, exprimer ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, comme si les gens autour ne réagiraient pas aussi. C'est aussi un peu l'autre contre-phénomène qu'on peut rencontrer. C'est qu'on a l'impression qu'on a partagé tellement de trucs et qu'il s'est tellement rien passé sur les réseaux que on peut faire n'importe quoi dans la vraie vie quelque part. Ou dire n'importe quoi dans la vraie vie. Alors que non, pas tout à fait. Ou en tout cas, on s'expose à un certain nombre de conséquences, comme prendre la réponse de quelqu'un qu'on ne connaît pas. La personne en question, c'était moi, là, dans le train, par exemple. Mais c'est vrai que ça peut être délicat à gérer, cette tension-là. Après, ça génère du trafic aussi, de causer du drame. Oui. Ça, on en a parlé. Oui, de ce que je comprends, tu veux dire le fait de faire de la publicité, mais en faisant réagir les utilisateurs. Ouais. Et est-ce que tu penses que beaucoup d'entre eux font ça et disent après je suis déçu, je suis triste, pour générer de l'émotion derrière? Je pense que certaines émotions sont aussi instrumentalisées. Ouais, c'est une réponse à quelque chose. Ouais. Moi j'aime bien utiliser le troll et la rigolade en fait comme réponse. Au moins tout le monde en profite et continue à lire et à rigoler et à répondre dessus, tu vois. Mais dire je suis triste, je suis pas bien parce que les gens ont mal répondu, je le garde vraiment quand ça m'a fait du mal et que j'ai envie de partager, tu vois. Mais après, toi, dans ton usage justement de ça, c'est intéressant de voir pourquoi tu l'utilises de cette façon-là. Mais d'une manière plus générale, les gens l'utilisent pour d'autres raisons. Et il y a toujours une différence entre la manière dont l'intentionnalité, c'est-à-dire ce qu'on a envie de communiquer, et la réception. C'est-à-dire que la manière dont toi tu communiques ton troll, pour toi c'est par exemple pour faire rigoler, mais il n'est pas improbable que peut-être d'autres personnes le reçoivent comme du foutage de gueule, pour être vulgaire. Ouais. Et donc ça, c'est un peu la chose à laquelle tout le monde s'expose en publiant un commentaire, ce qui explique aussi pourquoi les gens ne publient pas un commentaire. Alors je légitimise personne et je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit non plus, mais
Quand on dit les gens veulent plus commenter, les gens veulent plus cliquer, ben oui, ils sont pas très rassurés. Donc le passage à l'acte de commenter, publier, c'est donc très marqué dans un extrême ou dans l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des débats qui sont très marqués aussi. Parce que le moment où on commente, où on publie quelque chose, c'est le moment où on croit fortement et il y a un degré d'adhésion très très important au truc. Il y a un phénomène très bizarre que j'ai observé sur LinkedIn justement. Quand il y a un post que quelqu'un fait, même si quelqu'un de connu, les gens ne répondent pas tout de suite. Mm-hmm. Il y a 5 personnes qui répondent, d'autres viennent, ils regardent, ils likent les commentaires, ils se rassurent qu'il y a eu des réponses qui vont plus ou moins dans leur sens, et là ils décident de mettre un commentaire. Mais il y en a beaucoup en fait qui, comme tu disais, ils se retiennent en fait, et ils mettent un commentaire que quand il y en a déjà beaucoup. Mm. Et je trouvais, en fait, d'ailleurs, si vous voulez performer un peu plus sur LinkedIn, c'est plus intéressant de mettre les premiers commentaires sur les posts. Ça crée un peu plus d'engagement sur votre profil. C'est intéressant ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est un peu la mise en application de caractéristiques humaines. Finalement, la balance bénéfice-risque, elle est toujours chez nous, toujours présente, et elle est au quotidien sollicitée. Donc on ira toujours questionner quel bénéfice pour quel risque et quel coût. Parce que on sous-estime aussi nos capacités d'attention parfois, ou on les surestime comme on veut, mais le temps qu'on passe sur LinkedIn à regarder ces commentaires-là, c'est pas du temps qu'on passe à faire autre chose, pour ne dire que ça. C'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas simple d'être exposé, c'est pas simple de s'exposer, et c'est pas évident d'y faire face aussi. On reste humain. Et si on reste humain, ça peut être intéressant de continuer à rester humain aussi dans le regard qu'on porte à l'autre. On n'est pas plus autorisé à juger durement parce qu'il y a un écran qui nous sépare. C'est pas parce qu'un écran sépare qu'il n'y a pas d'humain au bout. Je pense qu'on le voit aussi avec les phénomènes de harcèlement scolaire et des ados qui se font harceler avec leurs réseaux sociaux sur leur téléphone et qui finissent par passer à l'acte et sauter la vie, et des parents qui se rendent compte de rien. Ouais, d'ailleurs, c'est super rare, mais tu peux voir certaines personnes qui tournent ça en dérision, et du coup, c'est eux qui gagnent en popularité. Mais oui. C'est pour ça que j'aime bien la dérision aussi, un petit peu. Attention à pas devenir harcelant. C'est tout. Oui, bien sûr. Oui, parce après, que dérision égale aussi, enfin signifie aussi tourner en rigolo quelque chose qui peut-être initialement était très très sérieux. Et donc, en tournant quelque chose de très sérieux en quelque chose de très drôle, ça fait perdre en... Ça dépend toujours du sujet. Oui, on est d'accord. Ouais. Donc attention à ce phénomène-là de troll, parce que ça va quand on parle de techno sur LinkedIn, ça va quand on parle de commentaires sur un truc qui a auto-généré. Mais si on parle de troubles, quels que ce soit, de maladies diagnostiquées, quelles que ce soit, et qu'on se moque de quelqu'un sur ces bases-là, bon. Ça dépend aussi de la personne et si elle est d'accord de le faire. Il y a des humoristes aujourd'hui qui sont handicapés, qui rigolent de leur handicap. Ils sont d'accord avec ça. Attention, pour autant, c'est pas parce qu'eux en rigolent que tout le monde a le droit d'en rigoler. Bien sûr, oui, mais eux, ils sont d'accord avec ça, ils le font, donc c'est oui, mais c'est propre eux qui le font vers eux. C'est pas la même direction du tout. Oui. Si c'est quelqu'un que tu connais pas et que tu croises au passage piéton et qui te dit « Ah, t'as bien une tête de aujourd'hui », bon, on accepterait moyennement quand même. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a des scènes, et je mets scènes au pluriel, donc c'est LinkedIn, c'est Facebook, c'est Instagram, et la rue, donc la vraie vie, ou le métro, la vraie vie, dans lesquelles on s'autorise plus ou moins certaines choses. Et c'est intéressant de voir les choses qu'on s'autorise à faire, parce qu'on a l'impression que sur cette scène-là, c'est valide. Pour quelques raisons. Est-ce que dans l'opposé, certaines énormités ou atrocités que les gens diraient s'ils disent devant une scène avec des millions de spectateurs, est-ce qu'on pourrait plus facilement valider que si c'était quelqu'un à côté dans le métro ? Bah, on connaît tous l'humoriste Bigard, je pense. Oui. Bah, on a notre réponse. Effectivement. Ouais. Ce tonton-là, un peu lourdingue aux fêtes de fin d'année ou du dimanche, que tu es capable de supporter mais que tu trouves insupportable, et tes parents, ils iraient peut-être aller le voir, tu vois, par exemple. Ou tes oncles, justement. Ah, il était très drôle, Bigard. Par contre, la blague du dimanche midi, ça a fait rire personne. Ouais. Par exemple. Je vois où tu veux venir. Très, un exemple très marqué. Ah bah, il est connu pour ça, Bigard. Je
justement, pour être très marqué aussi. Mais c'est ça, l'attention, c'est le résultat d'une exposition. Je pense qu'on a fait le tour du sujet un petit peu sur les questions. Il y a un petit point que je voulais garder en fin d'épisode, vu qu'on est en début d'année 2025. Les bonnes pratiques, du coup les bonnes résolutions que chacun fait à chaque fois, je trouve, en tant qu'outsider et entrepreneur, je trouve ça très banal. Donc moi j'avais envie de mettre un peu au challenge et dire en fait quelle est ta mauvaise résolution de 2025. Qu'est-ce que tu t'autorises à faire? Alors la mienne, ça va être de jouer beaucoup plus souvent aux jeux vidéo. C'est pas mal ça. Parce que je me rends compte que j'ai envie d'y jouer plus souvent, mais que planning chargé et riche, donc peu le temps. C'est un peu pareil dans le sens, pour moi, c'est m'autoriser à prendre des moments pour glander un peu plus, quoi. Voilà. Bon planning. Vous me direz si vous en avez d'autres d'autres idées. À chacun ses mauvaises résolutions. Hein. Voilà. Quelle est la vôtre? C'est ça. Et on se revoit pour l'épisode 3. Ouais, c'était sympa de discuter. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.